Bertrand de Labbé, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Je suis un entrepreneur qui sévit dans le milieu artistique. J'ai été éditeur, coproducteur de disques, associé dans une société qui organise des spectacles en France, tant en France qu'à Paris. Et moi-même n'ayant strictement aucun don, j'ai toujours été fasciné par la création. Et après avoir fait mes études, je me suis mis au service de quelqu'un que vous connaissez peut-être encore, parce que malheureusement le temps passe, qui était Gilbert Bécaud, qui m'a recruté un jour et qui m'a fait devenir éditeur, sans même que je connaisse ce métier. Et au fur et à mesure, je suis allé un peu dans toutes les sphères et j'ai créé une entreprise qui était une des premières entreprises qu'on appelle 360 degrés. Voilà. Est-ce que, donc c'est très vrai, vous avez été d'abord, est-ce qu'on peut dire, impresario de Gilbert Bécaud? C'est pas un impresario. Pour mieux me faire comprendre, je suis obligé de raconter brièvement comment ça s'est passé. Lorsque j'avais 22 ou 23 ans, j'avais fait l'école supérieure de commerce de Reims et je préparais le professorat de sciences et techniques économiques et je pensais devenir un jour cadre dans une société commerciale, les biscuits de l'Alsacienne, qui était à Maison Alfort où habitaient mes parents, ou autre. Et puis, j'étais à l'époque fan d'un chanteur qui s'appelait Gilbert Bécaud, alors que la majorité des étudiants étaient, eux, fans de Georges Brassens. Et moi, j'étais celui, donc le mouton noir. Et comme à l'époque, on se retrouvait dans le même réfectoire à l'heure du déjeuner, on connaissait les goûts de tous les étudiants, que ce soit de médecine, de pharmacie. Et un beau jour, deux amies étudiantes en pharmacie me disent, voilà, il y a Gilbert Bécaud qui est en train de déjeuner dans le restaurant parce qu'il chante ce soir à Reims. Ma sœur ou ma mère est très amoureuse de lui. On voudrait lui demander un autographe, mais comme on connaît mal ce qu'il peut faire, est-ce que tu veux bien nous accompagner? Parce qu'on sait que je dis avec plaisir, mais je ne demande pas d'autographe, ce qui était un truc d'orgueil, d'amour-propre ridicule. Et je vais le voir, il est déjeuné, il nous a reçus aimablement. Elles ont eu leur signature et il m'a interrogé. Alors évidemment, je ne me souviens plus comment ça s'est passé. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que j'étais très admiratif de lui. Je me permets de lui expliquer pourquoi il a une petite baisse de carrière. Bon. Et j'ai vu que ça l'intéressait. Et il m'a posé des questions, donc je lui ai parlé des arrangements de telle chanson et autres. Puis à la fin, il m'a demandé, est-ce que vous voulez bien me laisser une carte de visite? Je lui ai dit, monsieur, moi, je n'ai pas de carte de visite. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Non. Mais mes parents, oui. Donc donnez-le-moi, je lui donne le numéro de téléphone. Je m'en vais, puis j'oublie. Et un mois après, ma mère m'appelle en me disant, il y a Gilbert Bécaud qui a appelé la maison, il demande que tu le rappelles. Et je dis à maman, non, je ne le rappellerai pas, c'est forcément une blague de mes amis étudiants, on passe à autre chose. Et 15 jours après, elle me rappelle en me disant, je suis sûr c'est lui, tu ne peux pas ne pas le rappeler, ce serait discourtois. Je dis, bon, ben, je vais le faire, mais je suis à peu près sûr que c'est une blague. J'appelle, et c'était bien Gilbert Bécaud qui m'appelle, et qui me dit, j'ai retrouvé dans ma trousse de maquillage votre numéro de téléphone, et j'aimerais bien vous voir. Ben je lui dis, oui, mais j'étais pas étonné. Hein. Moi, j'avais jamais avant, au mieux, j'étais allé au bord de la mer, à Dieppe, et j'avais jamais pris l'avion. Mes parents étaient des gens formidables, mais c'était enfin longtemps après la guerre, mais pas non plus, on ne roulait pas sur l'or, voilà, pour être très direct. Et je vais le voir, il me reçoit, il me dit, voilà, j'ai été frappé de la façon dont vous avez parlé de ma carrière. J'ai l'intention de m'affranchir de ma maison d'édition et de créer et de gérer moi-même cette société. Voulez-vous être mon directeur général? Alors, donc cette proposition m'a étonné et je ne m'y sentais pas prêt du tout pour accepter une telle chose. Et j'ai dit, écoutez, monsieur, je vais réfléchir. Je suis très flatté, très honoré, mais bon. Et puis, donc, alors, parallèlement, j'avais passé l'examen de professeur et j'étais nommé à Paris. Et je dis à mes parents, c'est vous qui choisissez, vous avez donc financé toutes mes études, et je ferai, et je ne sais pas en plus. D'un côté, c'est une forme de certitude, et vous serez rassurés complètement sur moi. De l'autre, c'est l'aventure, et c'est l'aventure. Bon. Et donc mes parents, qui étaient des gens formidables, m'ont dit que c'était à moi de choisir. Vous avez bien compris, j'ai choisi l'aventure. Bon.
Et simplement, là où c'était incroyable, c'est que c'était la fin de la guerre d'Algérie. Et moi, j'avais fait les EOR afin de gagner ma vie pendant la guerre d'Algérie, parce que là-bas, on y restait 3 ans. Et je dis à Gilbert Bécaud, ben, c'est oui, mais je ne suis pas libre. Et c'est pas grave, on va te faire réformer. Dans ma famille, c'était impensable. Bon. Et donc, je vais voir Louis Amade, qui était un poète et l'auteur de beaucoup de chansons de Gilbert Bécaud, dont L'important c'est la rose, ou Quand il est mort le poète, que tout le monde connaît. Et il me dit, mais Gilbert, il est bien gentil, mais vous avez fait les EOR, en plus j'étais sorti 3e, vous êtes irréformable, et puis alors, je ne me permettrai pas de faire cette chose-là, mais enfin, il pouvait en fait. Bon. Et donc, la guerre d'Algérie a cessé, le service militaire n'était plus que d'1 an et demi, et j'ai quand même dit à Gilbert, prenez quelqu'un d'autre, que je vois que vous êtes un homme pressé, et il m'a dit, je vous attends. Il m'a attendu, et j'ai fait 7 ans d'édition avec lui, avec cet immense compositeur. Donc, on l'oublie parce que, je répète, le temps passe. C'est lui qui a écrit au moins 3 chansons qui sont connues par tous les gens des pays anglo-saxons. Il y a maintenant qui c'est devenu Right No My Love, il y a Let It Be Me, il y en a une 3e. Nathalie, peut-être. Nathalie, moins. Moins. En Russie, énormément. Bon. Et Bécaud, il a été chanté quand même par Frank Sinatra, par Bob Dylan et par Elvis Presley. Hein. C'est le seul Français qui a fait ça. Et c'était un homme d'une très grande énergie, un homme de scène extraordinaire, qui a fait une très longue carrière. Malheureusement, vers la fin de sa vie, il trouvait son énergie quelquefois dans le whisky. Et un jour, il a giflé un journaliste, ce qui a entraîné de la part des médias un regard assez difficile sur lui. Et donc, il est allé en descendant. Mais il a fait un dernier Olympia 2 ans avant sa mort, où c'est lui qui a, puisqu'il avait fait si souvent l'Olympia, c'est lui qui a inauguré le nouvel Olympia. Et là, c'était formidable. Donc, il a eu une grande satisfaction. Et j'étais donc heureux pour lui qu'il ait eu ça. Donc, j'ai travaillé 7 ans avec lui. Et puis, au bout de 7 ans, j'ai jugé que j'étais prêt à le faire seul. Et j'ai été recruté par Gérard Lebovici, qui a été un très très grand homme de cinéma, qui a créé Art Média et qui en même temps avait développé les éditions Champs Libres. Et c'était un homme qui, parmi mes rencontres, peut-être qui m'a le plus épaté. Et il m'avait dit une phrase au début que j'avais trouvée affreusement cynique, et je lui avais reproché. Et après, je me suis aperçu que ce n'était pas totalement idiot ce qu'il me disait. Il m'a dit, faites attention, en face des artistes, vous êtes toujours en légitime défense. Et j'ai mieux compris plus tard. C'est pour ça d'ailleurs que je vous vois pratiquement tous les artistes pour lesquels je travaille, pour montrer le respect que je leur dois dans ces métiers où le copinage est très souvent le rapport qui existe entre les uns et les autres. Et donc j'ai eu la chance de servir des gens exceptionnels dans la musique avant d'arriver au cinéma, comme Gilbert Bécaud donc en premier, Serge Gainsbourg, Julien Clerc, Maxime Le Forestier, Renaud, Alain Souchon, Patrick Bruel et d'autres qui me pardonneront s'ils m'entendent, mais je les ai bien dans mon cœur. Voilà. Et puis un jour, je me suis dit que la musique était plus faite pour les gens étant jeunes, que c'est générationnel et que je devais aller ailleurs. Il m'a semblé que le cinéma permettait à un homme plus âgé d'exercer son talent, son petit talent. Et donc, comme je m'étais rapproché de Lebovici et que j'avais créé le pôle musique dans ces entreprises, lui étant le pôle cinéma, au fur et à mesure, je suis allé vers le cinéma. Et donc là, j'ai eu la chance de travailler pour des gens très différents, comme Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Jamel Debbouze, Bertrand Blier, et plein d'autres qui viendront dans la conversation que je ne veux pas vous oublier. Et en dehors de la musique et du cinéma, mon troisième hobby, mais c'est plus qu'un hobby, c'est de la littérature.
Donc, au fait, oui, j'ai consacré ma vie à les servir et à apprendre à leur contact beaucoup de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle être un agent artistique. Oui, c'est pour ça que c'était votre question. Impresario, alors un mot qui ne s'emploie plus, mais disons que pendant très longtemps, ce qu'on appelait un impresario, c'était l'un des grands modèles. Il y en a eu deux, Félix Marouani et Charlet Marouani. Charlet était l'agent de Jacques Brel, de Barbara. C'était des gens, en gros, qui réglaient les contrats de scène entre ces gens, les conseillaient aussi qu'il fallait mieux faire l'Olympia que le Zénith, tout ce que vous voudrez, mais ça s'arrêtait à la scène. Moi, ce que j'ai su faire au début, c'est d'être le 360 degrés, de pouvoir être un interlocuteur pour ce qui concerne les concerts, mais également l'édition musicale et également l'édition phonographique. J'ai conçu mon métier, et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les Américains font, le 360 degrés, de pouvoir répondre soit par des collaborateurs formés sur des différentes disciplines, à pouvoir répondre à toutes les demandes d'un artiste et pouvoir l'accompagner le mieux possible. Est-ce que vous avez bien connu les Bovici, vous nous l'avez dit, est-ce que vous avez jamais soupçonné sa double vie, dont l'une s'est terminée tragiquement, puisqu'il a été assassiné? Alors si, moi je l'ai deviné, j'avais même des conversations avec lui, mais c'est vrai que quand Gérard était dans Ars Média, c'était quelqu'un les gens avaient beaucoup de respect, un peu de peur, c'était quelqu'un, personne n'aurait pu asservir Gérard Lebovici. Et comme moi j'étais passionné de littérature, j'évoquais beaucoup avec lui ce qu'il publiait dans Champs Libres, et parallèlement, alors qu'il n'en avait pas le droit, parce qu'il y avait incompatibilité entre le métier d'agent et de producteur de films, il produisait certains films, dont surtout ceux de Guy Debord. Bon. Et je me souviens toujours, quand il produisait un film alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, il y avait ses collaborateurs qui m'appelaient en me disant « Mais Gérard, il veut mettre une chanson, alors je crois de mémoire que c'est Edith Piaf, dans l'un des films de Debord, et il ne veut pas qu'on demande aucune autorisation, il veut qu'on le mette, et si les gens ne sont pas contents, qu'on l'attaque. » Et le type me dit « Je suis quand même soucieux, parce que ça pouvait être très important. » Donc Gérard ne savait pas que derrière son dos, sans qu'il le sache, je lui réglais le problème de l'autorisation de la chanson. Et alors, ce que vous appelez la double vie, c'est ce qui l'a amené à son trépas, à ce contrat dont on a parlé. Ce que je savais, c'est qu'il avait une fascination pour les grands voyous, et que je me souviens quand Mérine est devenu l'ennemi public numéro 1, il avait publié un livre qui s'appelait L'Instinct de mort, chez un grand éditeur dont je ne me souviens plus le nom, mais le grand éditeur a décidé d'arrêter la publication du livre de Guy Debord, et Gérard Lebovici a créé une édition, et il a publié L'Instinct de mort, et a entretenu une correspondance avec Mérine et avec d'autres, avec ses lieutenants, et aujourd'hui, le mystère de sa mort n'est toujours pas élucidé, en aucun cas, mais c'était un esprit libre qui réinvestissait tout dans... Il avait un moment acheté le film français qui est l'hebdomadaire de référence du cinéma, et il le transformait à perte. Tous les profits qu'il faisait dans Ars Média, il le reperdait soit dans Champs Libres, soit dans ça. Et je lui ai demandé plusieurs fois des conseils en ce qui concerne la direction de la filiale qui s'appelait à l'époque Ars Média Variété, puis après Voyez mon agent. Et toutes les réponses qu'il m'a apportées, où il mettait un peu de temps à vous dire, étaient toujours des conseils extraordinaires dont je me suis servi, dont je me sers encore. Vous avez été, Bertrand de Labbé, je crois, le grand patron de tout cela, de 1990 à 2016, si oui. J'ai bien ça en mémoire. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à l'époque, d'avoir un immense pouvoir sur le plan artistique? Alors, d'abord une petite précision. Oui, je me suis séparé d'Ars Média au profit d'agents de la maison, comme je l'avais toujours promis,
Mais comme je dirigeais deux agences, Art Média et vous voyez mon agent, et que je suis toujours passionné par mon métier et à peu près en forme, je continue avec mes clients d'Art Média, qui m'ont suivi pour la plupart sur VMA, exercer mon activité. La question c'est, est-ce qu'à l'époque j'avais alors conscience de mon pouvoir? Alors c'est aujourd'hui seulement que je me rends compte, et je me dis que je n'ai pas su assez en profiter, et en même temps, je suis très heureux de, finalement, je vois des gens de pouvoir, la façon dont le pouvoir ou le succès conduit à des actions ou à des postures que j'aime pas du tout. Et je n'ai pas de regrets. Simplement, c'est vrai que j'aurais dû de temps en temps être un peu plus heureux et le faire partager à ceux qui m'entourent, mais moi, je ne voyais que ce qui ne marchait pas. Et quand vous êtes producteur, soit vous faites un succès, soit vous faites un échec. Si vous faites un succès, vous êtes euphorisant. Si vous faites un échec, vous pouvez avoir une dépression, mais en fait, un bon producteur qui sait que le succès n'est pas une fatalité, lui, il a toujours un projet d'avance. Et donc, dès que l'échec qu'on connaît le mercredi à 14h, on sait que les carottes sont cuites, ou le contraire, à ce moment-là, il se jette dans son nouveau projet. Donc, il n'est pas à la même situation d'un agent qui, dans la journée, peut avoir 2 bonnes nouvelles et 3 mauvaises. Donc, il n'y a jamais... Bon, et en même temps, intellectuellement, le mot est un peu grand, mais ça fait appel à toujours à être dans l'action et dans la réflexion, essayer toujours de trouver une solution. C'est peut-être mieux que béatement se faire. Il y a une phrase d'ailleurs de Salvador Dali lui-même qui est assez drôle. Il dit, il y a des jours où je pense que je vais mourir d'une overdose d'autosatisfaction. Eh bien non, je ne suis pas Salvador Dali, je ne suis pas un artiste, je suis quand même un entrepreneur qui a fait un petit parcours. Je n'ai jamais eu, malheureusement, je n'ai jamais pensé mourir d'une overdose d'autosatisfaction. J'ai lu l'une de vos déclarations où vous sembliez regretter peut-être de n'avoir pas assez compris que la période changeait et peut-être de n'avoir pas perçu ce qu'apportait la nouvelle génération dans ce domaine. Est-ce que... Oui, alors je vois, vous avez lu ça. Je dis tout de suite, j'étais extrêmement trahi par la personne qui m'interviewait. Dans l'article est truffé d'erreurs, même en dehors de moi. Et je pense que c'est quelqu'un qui travaille sur des dossiers qui sont quelquefois pas de l'année et qui sont faux. Non, j'ai voulu simplement dire que j'ai dirigé Art Média pendant 25 ans et que j'ai eu des collaborateurs de haut niveau, mais pour la plupart, c'était des gens que j'ai formés. La plupart ont été d'ailleurs mes secrétaires. Hein, bon. Et que, comme j'avais beaucoup de bonheur à continuer à travailler et que je crois avoir promu les gens comme je devais le faire, il n'empêche, comme on arrive dans une société d'ubérisation, que cela, à un moment, et légitimement, pouvait penser qu'il pouvait occuper ma place. Ce qui est d'ailleurs le cas de l'une d'entre elles maintenant. Et que j'aurais dû faire ce que je viens de faire un peu plus tôt pour leur laisser la place. Parce que le fait que j'aurais dû m'arrêter au bout de 20 ans, bon, c'est le regret que j'ai, parce qu'il y a quand même eu de la destruction dans ce passage de relais. L'un des agents importants est parti pour créer une autre société, et moi j'étais heureux que Art Média plus VMA, et je dis bien grâce à l'ensemble des gens, on était 60 personnes je crois, et plus la société de production des spectacles, on était par rapport à mes confrères et concurrents, même au jour où je suis parti, numéro 1 et de loin. Là maintenant, il y a donc maintenant cette ubérisation qui fait qu'il va y avoir 5 agences importantes avec des gens qui sont proches les uns des autres. C'est le modèle américain. Aux États-Unis, vous avez ICM, CAA,
Maurice Agency, je ne sais plus son nom exactement, William Morris, voilà, et puis une quatrième. Donc on va être dans cette configuration-là. Donc cette belle aventure de leadership que les Bovici d'abord, Jean-Louis Lévy et moi-même avons tenue depuis 1960 en gros, hein, c'est terminé. Voilà. Et oui, j'ai un regret. Je pense que si j'avais pris ces dispositions 5 ans plus tôt, la tendance aurait été que celle qui restait se serait disputée pour le leadership de la société et que ça n'aurait pas fonctionné. Il n'empêche que j'ai quand même ce regret. C'est le seul que j'ai sur ce plan-là, du moins. Certains départs ont été plus un déchirement pour vous que d'autres, ou non? Non, ce qui a été douloureux pour moi, c'est de voir, mais c'est la fameuse tuer le père, c'est que la façon dont ça s'est fait n'a pas toujours été aussi élégant que je l'aurais espéré. Et qui m'a dit il faut collectionner les pierres qu'on vous jette, c'est le début d'un piédestal. Bon, je ne revendique pas un piédestal, mais cette phrase m'a fait rire. Voilà. Quelles sont, Bertrand de Labbé, les qualités fondamentales que doit avoir un grand agent artistique? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Bon, la première et la plus importante, c'est un ADN artistique, c'est-à-dire que quand vous lisez un scénario, vous devez avoir un point de vue sur ce scénario. Et idéalement, un point de vue qui soit juste. Bon. Ou quand vous écoutez une chanson, dire à celui qui l'a écrite, qui l'a composée, continuez ou retravaillez, ou votre couplet est bon, votre refrain n'est pas suffisant, etc. Bon. Donc, avoir vraiment un point de vue qui n'est pas le même que celui d'un critique. C'est quelqu'un plutôt qui a envie de pousser la personne à donner le meilleur de lui-même. D'ailleurs, un critique lui arrive quand l'œuvre est faite, un agent est interrogé pendant la partie de la conception. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être respecté par ces artistes qui sont, je le rappelle, des êtres solitaires qui sont fêtés par la presse ou le public quand tout va bien et qui sont terriblement délaissés quand tout va mal. Souvent, je suis frappé quand quelqu'un qui a une longue carrière, qui va un jour acheter du pain et qu'on lui dit « Monsieur Attel, je ne vais pas dire de nom, quand est-ce que vous faites un nouvel album ?» alors que celui-là il vient de sortir et qu'il ne passe pas à la radio et qu'on l'oublie. Donc, ils sont exigeants, mais ils ont une telle pression, une telle responsabilité vis-à-vis de leur création, mais vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis des gens qui le regardent, qu'on doit les servir le mieux possible. À côté de ça, aujourd'hui, il vaut mieux avoir une formation universitaire, puisqu'on vous fait appel à des domaines très différents. Pour faire un contrat de cinéma d'un comédien, il y a 15 ans, il avait 7 ou 8 pages, maintenant il y a 40 pages. Quand le comédien est très responsable éventuellement d'un succès d'un film, il faut savoir le rendre coproducteur, donc il faut avoir la même maîtrise qu'un producteur de l'outil qu'est la production. Comme de plus en plus, on va aller vers des œuvres, des séries internationales, il faut être idéalement bilingue, et puis être en bonne santé, et savoir que la vie de famille est plus difficile que dans d'autres métiers. On est tributaire de l'emploi du temps des uns des autres, et quelquefois c'est très contraignant, et les gens qui vous accompagnent ont de temps en temps du mal à comprendre qu'on leur préfère aller voir pour la 3e fois le même film pour essayer d'identifier pourquoi il y a un ventre mou, que de passer la soirée avec vos enfants et votre épouse. Est-ce qu'au fond, vous pourriez refaire votre existence? Est-ce que vous n'aimeriez pas parfois avoir pu côtoyer d'autres milieux, d'autres mondes que le monde artistique? Oui, j'aurais aimé être éditeur littéraire. Bon, ben ça, la destinée ne m'a pas offert.
Et puis j'aurais aimé aussi être avocat, mais dans un sens un peu... dans le sens un peu de ce qu'on imagine être un avocat quand on lit des romans policiers, voilà, ou la défense des grands criminels et autres. L'aspect romantique, c'est le mot que je cherchais, de métier d'avocat, c'est pas toujours le cas, mais cette idée d'avoir à défendre quelqu'un accusé par d'autres à tort, quelquefois malheureusement à raison, au fond, il y a un cousinage avec le métier d'agent. Est-ce que la vision politique que vous avez, peut-être, est-ce qu'elle peut entrer en ligne de compte dans le choix des artistes ou non? Parce que je suppose que vous avez peut-être récusé des artistes. C'est une bonne question. Alors d'abord, j'aurais l'honnêteté de vous dire que je me reproche de ne pas avoir une très grande conscience politique. Voilà. Bon. Et je me souviens pendant la guerre d'Algérie, qu'il y avait le phénomène de l'OS et de l'Algérie libérée. Alors en fait, oui, j'étais lecteur de l'Express et autres, et en fait j'étais bon, mais quand même, je voyais des gens plus motivés que moi. J'ai jamais été dans des manifestations et autres, et j'ai un peu un gré de ça. Bon, mais ça, je fais un détour pour votre question. Alors oui, quand j'ai représenté, on travaille toujours pour Renault, mais je suis moins maintenant dans la musique, mais j'ai été donc l'agent de Renault pendant longtemps, et je fais une parenthèse par rapport au métier d'agent, pour savoir pour qui je vais travailler. Vous avez deux paramètres essentiels, c'est d'entendre ce que la personne fait, parce que vous avez entendu une chanson à radio, c'était le cas de Renault, où j'entendais Les Béton, qui m'épatait comme chanson, mais en fait, beaucoup de choses un peu excessives de Renault me concernaient moins. Et c'est Renault, dans beaucoup de cas, j'ai été courir après des artistes. Là, c'est Renault qui m'a demandé un rendez-vous, qui est venu avec 1 heure de retard, mais avec un tel charme. Il m'expliquait qu'il venait de rencontrer l'amour de sa vie, que si j'étais un homme sensible, je devais le comprendre. Il a été si extraordinaire que je l'ai autant pris pour les chansons qu'il écrivait que pour l'homme qu'il était. Et je me rends compte, à fur et à mesure du temps, que les gens qui font une immense carrière, c'est en dehors de ceux qui sont doués pour la faire, c'est une forme profonde de générosité et de don de soi. Vous prenez Édith Piaf, regardez, elle est immortelle, Édith Piaf, dans le monde entier. Et quand le film a été fait sur sa vie, ça a apporté donc une récompense à Marion Cotillard, la plus grande qui soit au cinéma. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pays du monde où on ne connaît pas la voix d'Édith Piaf. Et elle a sacrifié sa santé et autres. Bon. Vous voyez à Johnny Hallyday, qui est si aimé, dont on ne sait toujours quelquefois pas les vicissitudes, tous les problèmes de santé, on les connaît. Et quand il arrive sur scène, l'homme a 20 ans, quoi, c'est extraordinaire. Bon. Alain Souchon, on le sait moins, mais c'est quelqu'un très très soucieux de donner le meilleur de lui-même et d'avoir cette disponibilité auprès des gens qui aiment son travail. Donc, en faisant cette parenthèse, ah oui, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Non, c'est pas ça la question, j'ai perdu. Non, c'était la vision politique. Ah, la vision politique, oui. Donc, j'ai travaillé donc pour Renault à l'époque, et je travaillais également pour quelqu'un de fascinant, d'aussi fascinant, qui était Jacques Dutronc. Et Jacques avait la réputation à l'époque, bien qu'il soit peu prononcé, d'avoir des idées plus à droite que celles de Renault. Et je me souviens d'un dîner à la maison où il y avait Françoise, il y avait Jacques, il y avait Renault, il y avait Serge Gainsbourg aussi, et qu'à un moment la conversation est partie là-dessus, et ça a été assez violent. Et c'est là où c'était une bonne question. Je me suis rendu compte que à un moment je leur devais de respecter, à partir du moment où je les servais, de ne pas les opposer
et de ne pas leur donner l'impression de les trahir. On peut le dire autrement, sur un autre artiste pour lequel je ne travaillais pas, pour lequel je travaille aujourd'hui pour le théâtre, il était inconcevable à l'époque de représenter Renaud et Michel Sardou. Et pourtant, ce sont deux immenses artistes, et Sardou l'a prouvé par la suite, et n'est pas l'homme de droite qu'on imagine. Il est plus proche de Léo Ferré que des gens dont on pensait qu'il était proche. Au fond, votre critère principal, c'était le talent, tout de même. C'était le talent, oui, c'est le talent et la rigueur. Donc, c'était ça, oui. J'aime le côté artisan d'un artiste, voilà. Et quel était le critère, au fond, qui a fait probablement que vous avez refusé d'aider certains? Ah ben alors non, oui, alors donc je ne citerai pas, hein, mais il y a des gens pour lesquels je n'aurais pas voulu travailler. Je pense que d'ailleurs, c'est là où je dis qu'il n'y a pas, si vous n'avez pas cet ADN et cet amour, vous devez vraiment avoir les yeux de chimène pour la personne pour laquelle vous travaillez. Et après, quelquefois, vous apercevez que vous n'avez pas été assez sévère. Mais moi, j'aime beaucoup manager. Je sais qu'il faut jamais casser un artiste, que je crois avoir eu un peu le petit talent de leur dire des énormités de telle façon qu'ils le prennent pour des compliments. La difficulté pour vous, si j'ai bien compris, c'est qu'à la fois vous devez avoir un rôle parfois de conseiller un peu directif, mais en même temps faire preuve d'une infinie psychologie. Oui, je pense que je dois avoir c'est de façon innée d'ailleurs, cette psychologie, et je crois que c'est sans doute dû que j'ai une grande admiration pour les gens qui ont la chance et le mérite de créer. Voilà, je trouve que, enfin ça c'est des lieux communs, mais que la seule éternité que nous avons devant nous, c'est celle que nous, ces artistes. Voilà, donc j'espère qu'il y a quelque chose là-haut tout, mais je n'en ai pas la conviction. Mais quand je réécoutais l'autre jour le concerto de Mozart de piano, je crois que c'est le 22, sur l'Andante, et j'écoute ça, je me dis, mais, je crois à l'éternité, il y a quelque chose qui nous dépasse les hommes, alors que je ne suis pas croyant, pour laisser une œuvre comme ça, et d'avoir satisfait des générations d'hommes, et c'est qu'il y a quelque chose d'un peu mieux que le prosaïsme dans lequel on vit. Voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois de vous trouver en face d'artistes qui auraient pu, sans abus de langage, être qualifiés de génie? Vous savez, les notaires, ils disent que le temps est un grand maître et que on ne peut pas... Donc, je veux dire par là, oui, je les trouve géniaux d'une façon générale. Alors, mais vous, dans la forme de votre question, c'est le génie, comme je viens de parler de Mozart, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment, c'est plus tard qu'on le sait. Aujourd'hui, regardez Serge Gainsbourg a une reconnaissance beaucoup plus grande que de son vivant. Et a-t-il une œuvre immortelle? On le saura. Quand je vois que des jeunes générations ne connaissent pas, ne me quittent pas de Jacques Brel, ou des chansons de Léo Ferré et autres, que dans les radios, vous savez, tous les grands artistes ont ce qu'on appelle des golds. Et dans la programmation de ces radios comme RFM et Nostalgie et autres, Souchon, il a 5 golds, un tel, bon, Cabrel, bon. Et puis un jour, un jour ils arrêtent, non, on arrête sur celui-là. Et là, vous n'avez plus aucune audience pour la personne. Alors le seul mérite, c'est les gens de télévision qui d'un seul coup racontent avec des documents, et là l'INA est extraordinaire pour ça, on redécouvre un artiste. Claude Nougaro, qui est un immense auteur, j'espère qu'il aura une pérennité. Donc votre question indirecte, est-ce que parmi les gens dont je parle, y a-t-il Mozart? Je vous laisse le soin d'apporter la réponse, j'en suis pas compétent. Voilà.
Comment jugez-vous l'univers de la critique musicale, artistique en France? Est-ce que parfois vous avez souffert de critiques impitoyables sur certains de vos protégés? Alors j'en ai souffert pour eux, bien sûr. Oui, j'ai vu des articles qui n'étaient pas objectifs pour des mauvaises raisons. Là, vous me pardonnerez, il y a quelqu'un où je pense à... Mais je ne souhaite pas l'évoquer. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Mais le métier de critique est difficile. Et d'ailleurs, je ne dois jamais oublier que nous, tous les mardis ou mercredis, j'ouvre le Monde, Libération et le Figaro pour voir ce qu'on dit des films. Et je pense que même si je ne partage pas leur point de vue, ce dialogue est utile. Et une phrase qu'on va détester d'un critique sur le travail de quelqu'un pour lequel on a de l'estime fait son travail parce que quelquefois c'est juste et vous aide à faire passer un message que la brutalité de la critique n'aurait pas permis, car à ce moment-là, il y a un refus, une défense, mais il y a des gens que je lis plus que d'autres, et pour moi, oui, c'est une forme de dialogue. Le nouveau dialogue qu'on a, compte tenu de ma génération que je regarde peu, c'est tout ce qui est sur les réseaux, qui est impitoyable. Je regarde quand même de temps en temps, hein. Mais malheureusement, c'est plus ceux qui détestent ou qui ont envie de faire du mal qui s'expriment que ceux qui aiment. Donc on arrive, j'espère que ça va être corrigé, plus vers le rejet que vers l'adoption. Voilà. Vous avez dû être souvent un consolateur auprès de certains artistes. Alors, il y a une grande règle que j'ai toujours appliquée. Beaucoup d'artistes se défendent de lire les critiques quand ils vont aller en promotion. Et qu'il y a toujours un imbécile qui va dire oh, c'est vraiment un con le type là sur journaliste, etc. Pour être gentil ou pour briller, et il ne sait pas que la personne qui veut consoler met un poignard dans le dos de l'artiste, qui souvent ne vous le dira pas, mais vous lui faites du mal. Voilà. Donc, au fond, vous-même, vous lisiez les critiques, bien sûr, mais lorsqu'elles étaient mauvaises, vous n'en parliez pas. Non, c'est trop tard. Mais je m'en sers après. Quand on va préparer un nouvel album ou un nouveau film, Richard Berry il vient de faire un film qui s'appelle Tout de suite, sur le gang des barbares. Et c'est réellement une œuvre. Et c'est un témoignage très important. Bon. D'ailleurs, Richard, qui n'est pas toujours aimé par la presse, lié à son caractère et sa indépendance, là a eu de très bons papiers. Mais le film, malheureusement, a fait très très peu d'entrées. Il n'empêche que j'ai demandé aux deux producteurs, Thomas Langman et Alain Goldman, de bien vouloir faire une page de publicité dans le journal du dimanche pour avoir des extraits de tout ce qui a été dit sur ce film-là. Bon. Ils l'ont accepté, je leur suis très reconnaissant. Ça coûte cher, hein. Je leur suis très reconnaissant, parce que si Richard n'a pas eu le public qu'il méritait, cette page-là restera pour lui un témoignage important de son travail. Alors, évidemment, pourquoi le film n'a pas eu de succès? Parce qu'il y a eu les attentats entre-temps, et pourtant le germe de ces attentats, il est dans ce film. Et que par ailleurs, Arcadie avait fait un film avant sur le même sujet, et que je n'ai pas vu, donc je ne veux pas juger, mais malheureusement, le film qui avait besoin de festival n'a pas été retenu, parce que Richard est sans doute dans un cinéma plus de distraction. Mais c'est un homme très cultivé, très intelligent, et que j'ai beaucoup de plaisir à défendre. Mais là, je l'encourage à faire un film plus facile, plus public, parce que quand vous n'avez pas le retour, un film, c'est quand même quelqu'un qui va consacrer 2 ans de sa vie quand vous êtes metteur en scène. Hein. Et à 14 heures, le film n'existe plus. Et avec les multiplexes aujourd'hui, au bout de quelques jours, votre film, il est soi-disant programmé dans tel multiplex, et en fait, il n'est plus programmé que le mercredi à 18 heures.
vous êtes balayé. Voilà. Donc oui, pour répondre à votre question, je me sers de ça pour essayer d'orienter la personne ou la décourager quand elle veut continuer, parce qu'il y en a qui vous disent, bon, mais j'en fais un autre, je continue faire, et là, ben, revenez-y plus tard, mais donnez-nous quelque chose qui fasse que vous retrouvez votre public. Est-ce que vous avez eu la certitude d'avoir une influence décisive sur le cours de certaines carrières, en les infléchissant, en leur faisant adopter un autre terrain, des noms que peut-être vous pourriez citer si c'est concevable? Non, je pense que oui, j'ai pu prendre ou conseiller des choses qui ont permis quelquefois de faire qu'une chanson devienne un succès, même si je n'en ai pas écrit ni un mot, ou que j'ai aidé à ce que des films, je prends un exemple puisque vous m'en demandez un, j'avais connu l'existence de Jean-Pierre Jeunet il y a très longtemps lorsqu'il avait fait un clip pour Julien Clerc qui s'appelle La fille au bas nylon. Et puis le temps passe. Non, je vois Jean-Pierre Jeunet, je dis vous êtes formidable, vous devriez faire un film. Et il me donne un scénario à lire, je le lis et je dis Jean-Pierre, là c'est de la folie, vous ne pouvez pas passer d'un clip à ce film-là, il est à mon avis pas montable. Et puis je le perds de vue et un jour il me fait appeler parce qu'il fait une projection sur un film qu'il venait de faire, qui n'était pas celui que j'avais lu. Le film qu'il venait de faire s'appelait Délicatessen, et je vais le voir, je me souviens, au Max Linder, et je trouve le film extraordinaire, et je lui dis que je serais très très heureux de travailler pour lui. Il me donne son accord, et on ressort le fameux scénario. Et le film s'est fait, sans avoir malheureusement un plus grand succès. Et après, il écrit, découragé par ça, il me dit je vais faire un petit film, et il m'apporte un scénario qui s'appelle Amélie Poulain. Et il me dit ça va être un si petit film que je voudrais le produire moi-même. Il avait été le demi-échec du film l'avait fait s'éloigner des producteurs. Bon. Je lui dis écoutez, non, laissez-moi. Oui, ben, je vais vous trouver un distributeur. Je trouve un distributeur qui était Richard Peset, à l'époque la société AMLF. Et au fur et à mesure de l'écriture, on voit que le film ne va pas coûter 3 francs 6 sous et qu'il faut un producteur. Donc j'appelle Claude Berry, que j'aimais beaucoup et je crois qu'il m'aimait bien. Et je lui dis, Lisa, est-ce que tu veux rentrer dans la production? Et Claude m'appelle et me dit, écoute Bertrand, j'ai lu ton truc hier soir, ça me tombe des mains, non. Je dis, Claude, tu te trompes. Bon. Et à ce moment-là, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et je venais de recevoir, 3 jours avant, une personne, Brigitte Maccioni, qui venait d'être nommée directrice de production chez UGC. UGC qui est dirigé par le fantastique Guy Vericchia, qui avait tenté des expériences dans la production puis qui avait renoncé, parce que ça n'avait pas marché trop bien. Et Brigitte me dit, je cherche des films. Je dis, ben, je vais lui envoyer celui-là. Bon. Je lui envoie, elle le lit, elle me dit, c'est bien, je suis prêt à y aller, mais moi, je ne le fais que s'il y a des vedettes. Sous-entendu, j'y crois, bon. Et je décide, je me dis, tiens, ben, Vanessa Paradis pourrait faire le rôle principal. Et j'appelle Jeunet, Jean-Pierre, je lui dis, est-ce que Vanessa, elle me dit, alors c'est un pur et dur, hein, Jeunet, j'ai une grande admiration pour lui. Il me dit, Bertrand, oui, mais elle fera des essais, je ne veux pas la prendre. Alors que normalement, Vanessa Paradis, vous la prenez sans discuter. Hein. Bon, et elle fera des essais. Je dis, bon, ça va être compliqué, mais j'y vais quand même. Donc j'appelle son agent, et je n'ai jamais eu de réponse. C'était l'époque où elle est tombée amoureuse de ce grand comédien américain dont elle est divorcée maintenant. Et à ce moment-là, Jeunet continue à faire des essais, et dans ces essais, il y a cette Audrey Tautou, qui avait fait un petit film avant qui s'appelait Vénus Beauté. Et là, il montre les essais à Brigitte, et là, elle a eu du talent, elle a dit même, j'y vais. Et donc, le film s'est fait. Alors,
Donc, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai produit, ce n'est pas moi qui l'ai joué. Mais si je n'avais pas trouvé cette idée de passer de l'un à l'autre, il est possible que le film n'ait jamais eu, ne se soit pas fait. Mais je suis très prudent, il aurait pu ressortir. Je pense que quand une œuvre porte autant, tout le monde ne peut pas être aussi aveugle que l'a été Claude. Mais vous savez, c'est le principe des très grands créateurs ou des très grands producteurs, c'est de se tromper, parce que quand ils ne se trompent pas, ils vont plus loin que n'importe qui. Donc je n'en ai jamais voulu à Claude. Au moins, c'est ce fameux ADN dont je vous parle. L'ADN, quand vous l'avez, c'est pile ou face. Pile ou face, ça a l'air d'être le hasard, c'est-à-dire c'est excessif. Soit c'est oui, soit c'est non. Et vous avez la question que vous m'avez posée tout à l'heure, vous ne pouvez pas tout aimer. Un vrai producteur, un vrai agent ne peut pas représenter tout le monde, ne peut pas faire tous les films. Est-ce que cette influence vous a suffi? Est-ce qu'à force de côtoyer le monde artistique, vous n'avez pas eu envie vous-même un jour de créer quelque chose? À supposer que ce que vous ayez fait ne soit pas une création. Oui, non. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est faire comme m'a fait les Bovici ou Livy, après m'être assuré sur moi-même de devenir producteur. Parce que le métier d'agent, comme je vous l'ai dit, est un métier très quotidien, sans grande joie, sans grand... Bon. Et que c'est usant à la fin, et qu'à ce moment-là, de se dire, maintenant je connais un peu toutes les ficelles, pourquoi je ne le ferais pas? Mais moi, je n'avais pas ça, parce que parallèlement avec Rose Léandri, on produisait les spectacles les uns les autres, donc j'avais cette chose qui est différente du métier d'agent, de la production, et donc j'ai moins eu le besoin, et alors c'est peut-être un regret aujourd'hui, si je n'avais pas eu ça, je pense que je serais passé à la production, et qu'aurais-je fait? J'en sais rien, je ne sais pas. Quant à la création, non, je l'ai dit au départ, justement, à la fois ma faiblesse et ma grande force, c'est de ne pas être créateur. Donc, je ne me prends pas pour un auteur et je pense qu'on est plus lucide quand on n'a pas ses propres velléités soi. Et en plus, un créateur est toujours agacé, sauf s'il va voir Alain Chabat ou des gens comme ça, mais qu'un homme qui n'a pas fait œuvre puisse permettre de leur donner un conseil, alors que quelqu'un qui n'a pas la prétention d'en faire une peut être un regard qui les intéresse parce que c'est un regard du public. À tort ou à raison, Bertrand de Labbé, de l'extérieur, j'avais tendance à juger le monde artistique de la variété globalement un peu vulgaire, un petit peu. Et vous êtes le contraire, vous, de ce type. Comment vous êtes senti parfois étranger dans ce monde ou pas vraiment? Alors, comme on me l'a souvent dit, finalement, je veux bien le croire. Oui, j'étais à part, oui, ça, je crois. Et donc, c'est peut-être ce qui a fait le parcours que vous voulez bien analyser aujourd'hui, le fait que je n'ai pas essayé d'être un nouveau Marouani, tout en ayant du respect pour ce qu'ils ont fait. Au contraire, je voulais faire totalement différemment d'eux. C'est ce que je les regardais faire, je les voyais, mais je les voyais trop gentils, allant toujours dans le sens de l'artiste, alors que je crois être allé souvent, au contraire, à rebours. Quels sont les critères irréfutables qui permettent de qualifier un agent de remarquable? Est-ce que ça n'est pas, évidemment, je suppose, le nombre d'artistes qu'il a sous... Non, c'est son choix, le choix qu'il a pu avoir. C'est ce qu'on appelle sa liste. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui entraîne cette ubérisation de la profession, c'est qu'avant Internet, on savait que telle personne avait une bonne réputation, on savait que cette personne travaillait pour tel artiste, les deux artistes phares, mais on ne savait pas le reste. Alors qu'aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet pour savoir qui je représente, et à partir de là, je me souviens quand Audrey Tautou a cherché un agent, dans la mesure où je travaillais pour Genet, je m'interdisais de lui faire des propositions, elle a regardé de la liste de Claire Blondel, qui est la personne qui m'a succédé dans Art Média, et quand elle a vu les gens qu'elle représentait, elle est allée vers elle. Et ce qui a changé, autrefois on allait vers une société comme Art Média,
comme Adéquat ou comme UBBA. Maintenant, on va chez tel et tel agent, quelle que soit la société auquel il appartient. Et c'est ce qui a fait que ces agents-là s'étant rendus compte de ça, ont tous voulu s'émanciper et créer leur société. C'est là, on en revient au début de notre conversation, du changement important. Bon, et moi, j'ai toujours le but d'avoir l'entreprise, dans nos métiers, hein, c'est des toutes petites PME, mais la plus importante possible. Et là, j'ai engagé 3 agents nouveaux qui va entraîner chez moi un investissement assez long financier et qui va me permettre de recoller aux nouvelles générations. Puis un jour, ils me quitteront. Bon. Mais c'est la vie. Et j'ai engagé d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Daphné Tavo et qui vient du monde du web, qui représente tous ces gens pour lesquels le monde du cinéma aujourd'hui a un regard, non pas méprisant, c'est pas le mot juste, mais un petit peu condescendant. Et ils sont en train de changer. L'autre jour, dans le bureau, il y a un type qui s'appelle Jémy Labeu, avec ce nom très particulier, qui est un électron libre. Si vous allez sur son nom, vous verrez que ce type a une énergie farouche. Alain Chabat, que j'ai le grand honneur de représenter, était dans mes bureaux. J'ai dit, Alain, il y a Jémy, vous voulez le rencontrer? Il dit, oui, oui. Donc ces 2 générations se regardaient l'un et l'autre pour des raisons différentes, émerveillés par leur parcours. Le tout petit jeune homme dont on sent qu'il ira loin, et Chabat qui est une référence, c'est un peu comme Gainsbourg, Alain Chabat. Pour tout le monde, toute génération confondue, c'est une référence. Malheureusement, Bertrand de Labbé, j'en arrive à ma dernière question. Vous avez décrit votre activité d'aujourd'hui, si j'ai bien saisi VMA. Elle vous... Qui veut dire voyez mon agent. Hein. Voyez mon agent, je tiens à m'en expliquer. C'est un nom que j'ai trouvé le jour où M. Wolinski était représenté par Armédia à l'époque, et à une époque où était sorti le film de Jean-Jacques Hano qui s'appelait L'Ours, qui a eu un succès considérable. Bon. Et je lui dis, je vais faire quelque chose autour de Voyez mon agent et autres, et il m'a fait un dessin, il me l'a dédicacé, donc je l'ai gardé précieusement, dans lequel on voyait donc un ours assis dans un fauteuil avec un cigare qui recevait des Chinois venant leur demander s'ils acceptaient de sponsoriser telle ou telle marque, et l'ours répondait « Ask my agent », et c'est devenu « Voyez mon agent ». Voilà, c'est pour ça que VMA, c'est « Voyez mon agent ». Et c'était pour moi une réponse un peu Armédia, qui avait un peu un côté institutionnel. Moi, ça m'amusait, et je crois que c'était apprécié de montrer un peu d'humour dans ce métier. Donc il y a Voyez mon agent, et dans l'article dans lequel vous avez indiqué qu'il y avait un certain nombre d'erreurs, j'ai cru sentir dans les propos qu'on vous prête tout de même aujourd'hui une certaine mélancolie, presque une tristesse, comme si le métier n'était plus le même, comme si peut-être vous étiez imprégné par une sorte de nostalgie. Est-ce que je me trompe? Alors, vous vous trompez pas à la lecture de cet article, mais c'est cette journaliste qui a voulu un peu m'enterrer d'une certaine façon. Un agent ou un producteur qui dit c'était mieux avant, il est cuit. À mon sens, ça pas. Au contraire, le faisant depuis très longtemps, ça m'amuse beaucoup, jusqu'au jour où je tomberai peut-être, mais ça m'amuse beaucoup de m'adapter à ce monde qui change et qui bouge. Et donc, avec tous ces jeunes agents, on fait des réunions, je sens que je crois, je suis sûr, parce que je les aide, et eux ne le savent pas, mais ils m'apportent quelque chose de nouveau qui me motive et qui m'amuse et qui me permettra de revenir dans 3 ans vous voir en vous disant que je suis continué à être très heureux à être un agent artistique. Merci beaucoup Bertrand de Labbé. Merci.